Jeudi 22 mars 2018, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Je vous rappelle que ce soir, nous recevons sur ces plateaux un invité, Omar Moussa. Il est secrétaire général de l'organisation de la jeunesse Tareya. Avec lui, il sera question de s'entretenir sur les préparatifs du 7e congrès du PNDS Tareya, prévu pour ce samedi 25 et dimanche 25, samedi 24 et dimanche 25 mars 2018 au palais du 29G. Omar Moussa, bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. Merci. Le temps de vous permettre de bien vous installer. Parlons de cette visite ce matin des digues de protection de Lamordé et Saga du projet de gestion de risques de catastrophes et de développement urbain PGRC2U par le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, accompagné pour la circonstance du gouverneur de la région de Niamey. Objectif, s'inquiéter de l'état d'avancement de ces digues. C'est dans ce commentaire signé Nafissatou Yahya sur les images de Ibrahim Abdou. S'enquérir de l'état d'avancement des travaux des digues de protection financés par le projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain PGRC2U, tel est l'objectif de cette visite effectuée à Lamordé et Saga par le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, accompagné du gouverneur de la région de Niamey. Après la visite, le ministre nous livre ses impressions. Je suis satisfait de ce que j'ai vu, parce que les 3 visites que j'ai eu à faire sur ces 2 digues-là, c'est parce qu'effectivement il y avait des difficultés au démarrage de ces digues que j'ai été en tout cas interpellé pour venir voir ce qui se passait. Nous avons en son temps demandé à l'entrepreneur de prendre toutes les dispositions nécessaires pour être dans le délai. Bon, Dieu merci, aujourd'hui il y a 79 et 81-82%. Mais je peux dire que ce n'est pas totalement de sa faute parce qu'il devrait nous livrer ces digues le 15 mars. Donc aujourd'hui, il a un retard d'une semaine. Mais ce retard d'une semaine, il n'est pas le seul responsable. Donc si aujourd'hui, il n'a qu'une semaine de retard, nous pensons que ce n'est pas difficile à rattraper. Et nous avons remarqué qu'il y a un petit problème par rapport à un mur qu'il devrait faire d'à peu près 300 mètres pour un peu protéger le côté nord de la digue, pour protéger le quartier de Saga. Nous avons, le gouverneur et moi, invité le secrétaire général d'arrondissement pour inviter le chef de canton, les chefs de quartier et de Saga et de Lamordé pour qu'on puisse échanger le mardi prochain, très rapidement avec l'entreprise, trouver la solution qui permettra, au moins dans les 2 mois à venir, afin qu'avant fin mai, que même ce mur puisse être terminé. Il a par ailleurs lancé un appel à l'endroit des riverains pour entretenir ces joyaux. L'appel à lancer aux riverains et même à la ville de Niamey, c'est l'entretien. Avec l'appui de la Banque mondiale, à travers le projet PGRC2U, nous venons d'avoir près de 11 km de digues au niveau de Goudel, de Saga et de Lamordé. Mais l'entretien coûte aussi, parce que c'est des digues particulières qui sont protégées avec des briques qui sont faites pour les accotements. Et ça, le risque est que si on n'entretient pas ça suffisamment, il suffit qu'une brique cède pour qu'il y ait impact sur la résistance de toute la zone. Ça sera fragile. Et donc, il faut nécessairement que la ville de Niamey prenne les dispositions nécessaires afin de permettre à ce que ces digues-là puissent être préservées. Ces digues, une fois achevées, feront face au risque d'inondation. Notons que ces digues sont financées à hauteur de 3 641 841 183 de nos francs. Les travaux de celle de Lamordé sont à 79% et ceux de Saga à 81%. La réception de ces digues est prévue pour le 15 avril prochain.
La réponse est dans la nature. C'est le thème d'un panel animé ce matin à la Maison de la Presse entre les acteurs œuvrant dans le domaine de l'eau et les journalistes. Une rencontre initiée par le réseau des journalistes en eau à l'occasion de la journée mondiale de l'eau. Nafissatou Hassan, Nasser Seydou. Édifier davantage l'assistance sur la protection de la nature afin de répondre aux multiples défis liés à l'eau et l'assainissement au Niger, c'est l'objectif visé par le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement REGEA à travers ce panel organisé à l'occasion de la journée mondiale de l'eau. Ce thème voudra dire que la nature a transformé effectivement notre environnement, ce qui a impacté sur la ressource en eau. Et la réponse va se trouver dans la nature. Nous allons faire un travail important pour que nous amenions la nature effectivement à retransformer les choses pour que la ressource soit en tout cas disponible et qu'elle ne se dépasse plus. Donc c'est voilà pourquoi nous avons organisé cette conférence débat en invitant les différents spécialistes de la question pour qu'ils nous expliquent l'importance de l'eau pour la boisson, pour l'agriculture agro-silvo-pastorale, pour également les énergies. Donc je pense qu'il est extrêmement important que par an, à l'occasion de la journée, que les États pensent à communiquer pour dire aux communautés les engagements qu'ils ont pris, les efforts qu'ils sont en train de faire de l'alimentation en eau potable et tout ce qu'ils sont en train de faire pour en tout cas garantir l'accès à l'eau ou protéger nos eaux. Malgré les multiples efforts, les problèmes liés à l'eau demeurent préoccupants. Quand je vous donne l'exemple du lac Tchad, en 1970, le lac Tchad était jusqu'à Ningimi. Aujourd'hui, la nature a fait en sorte que le lac se retire jusqu'à plus de 80 km, il a quitté le Niger. Donc nous avons perdu. Maintenant, la réponse, c'est que nous allons faire un travail pour amener le lac Tchad à revenir à sa place initiale. Donc c'est ça la réponse également et de la nature. Et ça va être fait dans nos actions que nous sommes en train de faire, la protection de l'environnement, les projets et programmes de développement liés à la question de l'eau et l'assainissement pour que le lac Tchad revienne à sa place. Idem pour les eaux de surface, idem pour les eaux de sous-sol, idem effectivement pour toutes les eaux que nous voulons effectivement rendre disponibles pour la consommation, pour l'agriculture ou pour l'énergie. Une prise de conscience à tous les niveaux s'avère nécessaire pour protéger les eaux liquides précieuses pour la vie. Restons dans le même cadre avec cette pénurie d'eau au village environnant de Zender, notamment à Koyamal-Nkaji et Dadin Serki. Une situation qui oblige les habitants de ces différents quartiers à retourner aux bornes fontaines. C'est ce que nous rapporte Oumou Samna dans ce reportage. Il est précieux ce liquide, il est aussi la source de la vie, dit-on. C'est cette denrée qui manque de plus en plus aux populations des quartiers périphériques et villages environnants de Zender, notamment Kanyamalangadji et Dadin Serki. En effet, pour s'approvisionner, il faut se réveiller très tôt et attendre des heures de leur rang. Un véritable calvaire des habitants. C'est un problème qui persiste chaque jour. Et nous sommes obligés, nous les hommes, de prendre des bidons sur nos motos, sur des charrettes, pour aller en ville là où les problèmes d'eau n'existent pas encore. Donc nous, vraiment ce qu'on veut des responsables, ceux qui s'en chargent de la distribution de l'eau, qu'ils procèdent à l'ancien au délestage qu'ils ont fait l'année dernière, c'est-à-dire la distribution par heure et par quartier. Donc vraiment il y a un déséquilibre en ce qui est du partage. Cette corvée est le quotidien des populations, surtout pendant cette période de chaleur. Impuissants devant cette situation, certains préfèrent se ravitailler au niveau des mares avec tous les risques que la consommation de cette eau pourrait engendrer sur leur état de santé, d'où ces cris de cœur. Nous vivons des moments difficiles à cette période. Nous passons presque des nuits aux bonnes fontaines. Ça fait presque un mois que nous dormons au niveau des bonnes fontaines. On se déplace partout pour chercher de l'eau qui nous manque énormément. Des mesures urgentes s'imposent pour venir au secours de ces populations au bout du gouffre. Je l'ai annoncé en début de cette édition, nous recevons sur ces plateaux Omar Moussa. Je vous rappelle qu'il est secrétaire général de l'organisation de la jeunesse Tarea. Pour votre congrès qui se tiendra pour le samedi 24 et dimanche 25. Monsieur Omar Moussa, où en sommes-nous pour les préparatifs? Les préparatifs vont bon train. Vous savez, il y a déjà la quasi-totalité des délégués qui sont déjà sur place. En tout cas, il y a un certain nombre qui va arriver demain. Mais
le PNDS a une grande expérience d'organisation de ce genre d'événements. Nous en sommes au 7e congrès, nous en avons organisé d'autres d'extraordinaires. C'est vrai que cette fois-ci, le nombre de participants, d'invités venus de l'extérieur et même des congressistes de la diaspora, il est extrêmement élevé. Mais donc, vu l'expérience que nous avons, tout se déroulera bien et il y a une équipe d'organisation qui est à pied d'œuvre et en tout cas, tout se déroulera tel que nous le souhaitons. En somme, on peut dire que tout est fin prêt pour ce 24. Ah, tout à fait, tout à fait. Les congressistes sont sur place, les débats, les thèmes tels que nous envisageons de les aborder aussi sont en ordre. Donc, vraiment, tout se déroulera dans de très bonnes conditions. Alors, dans l'organisation de ce 7e congrès, quelle est l'implication de la jeunesse? La jeunesse, elle a toute sa place dans ce congrès. Vous savez, peut-être un peu plus que par le passé, pour chaque fédération, il est prévu qu'il y ait 25% au moins de la délégation qui soit constituée uniquement par les jeunes. Donc, elle a toute sa place et l'OJT, organisation des jeunes, donc elle-même, elle a une place prépondérante dans ce congrès. Donc, vraiment, c'est ce qui nous réconforte beaucoup et nous savons que tout parti qui veut prospérer, qui veut grandir, il doit s'appuyer sur sa jeunesse et le PNDS le fait à merveille. Le président du parti l'a annoncé lors du dernier congrès des jeunes. Donc, pour la participation et l'implication des jeunes, nous n'avons aucun doute. Quels sont les enjeux? Disons que le PNDS a toujours été un parti de combat. Nous savons qu'il y a des échéances qui sont futures et un parti il a toujours vocation à être au pouvoir. Nous le sommes déjà et donc peut-être l'enjeu qu'il y a pour nous c'est de conserver le pouvoir et donc le congrès à mon sens veillera à élire des gens qui en ont la capacité, qui en ont la compétence et qui en ont l'expérience. Des gens vraiment qui prônent l'unité, la solidarité et la cohésion et qui l'impacteront au niveau de l'ensemble des partis et des tout jeunes que nous sommes. Donc, de ce point de vue, tout est serein et nous pensons que nous serons en ordre de combat par rapport aux échéances futures. Alors, monsieur Omar Moussa, ça parle trop, notamment sur les réseaux sociaux, la presse et notamment dans les débats sur ce 7e congrès du PNDS Taria. Alors, dans quel contexte va se tenir ce congrès? Vous savez, sur les réseaux sociaux particulièrement, on dit tout et n'importe quoi. Mais ce congrès se déroulera comme on puisse se dérouler les précédents, dans la sérénité que connaît le PNDS, disons, dans la cohérence qui est connue du PNDS et donc ce congrès n'échappera pas à la règle qui a toujours été celle du PNDS, organiser un congrès en sachant que nous sommes une famille, nous sommes unis et voilà donc. Alors pour ce qui est de vos alliés, quelle sera leur implication pour ce 7e Nos alliés seront tous invités à ce 7e congrès, ils répondront tous présents et ils sont soutenants pour le PNDS dans l'organisation de ce congrès et donc nos alliés, ils nous soutiennent comme d'habitude et ils seront présents comme par le passé. Alors Omar Moussa, pour finir avec vous, quel est votre appel à la mobilisation pour la réussite de ce 7e congrès du PNDS Taria? Disons que la mobilisation est déjà faite. Il y aura, comme je l'avais dit au début, un nombre plus important que par le passé. Rien que les délégués et les observateurs au congrès seront plus de 2000. Donc je ne parle pas de toutes les personnes qui viendront. Et nous savons qu'en l'occurrence ici à Niamey où ça se déroule, l'information est suffisamment passée. Et donc il y aura un nombre important de congressistes et de militants qui seront à ce congrès qui est capital et qui est important et donc peut-être tout ce qui sera notre préoccupation c'est comment bien gérer tous ces beaux mondes là parce qu'il est exceptionnel mais tout se passera dans des conditions. Donc il n'y aura aucun doute, la mobilisation elle sera de la mobilisation est garantie. Merci Omar Moussa, vous pouvez rester avec nous pour suivre la suite de cette édition. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'organisation de la jeunesse PNDS Taria.
Clôture hier après-midi à l'hôtel Sahel de la session de formation des opérateurs économiques du Niger. 2 jours durant, ces opérateurs ont été outillés sur les thématiques en lien avec le transport et le commerce international. C'est une session d'information organisée par le Conseil nigérien des utilisateurs de transport CNUTA. Le reportage avec la rédaction là-bas. Cette présente cérémonie marque la fin de sessions de formation à l'intention des opérateurs économiques nigériens. Ceci pour les permettre d'être au diapason des mutations observées dans le domaine des transports et du commerce international. La pratique de l'import-export est une profession très contraignante et cela au regard des impératifs liés tant à la compréhension des règles du commerce international qu'à la nécessaire confiance réciproque entre partenaires d'affaires, mais aussi aux multiples aléas qui caractérisent l'acheminement international des marchandises. C'est pourquoi le CNUT, dans sa mission d'encadrement des chargeurs, s'est toujours investi dans l'organisation des sessions de formation au bénéfice des opérateurs économiques, cadre idéal de renforcement de leur capacité de négociation face à leurs partenaires commerciaux. Au vu de l'enthousiasme que vous avez manifesté au cours de la présente session de formation, il me plaît de vous affirmer que mon institution est déterminée, plus que par le passé, à multiplier l'organisation de telles sessions de formation. J'espère fermement que les thèmes présentés et débattus au cours de cette session ont été à la hauteur des attentes des participants et que le contenu de ceci sera d'un apport appréciable pour la conduite quotidienne de leurs activités. Remerciements et recommandations ont été formulés à l'endroit de l'initiateur de cette formation. Les participants à la session de formation tenue le 20 et 21 mars 2018 à l'hôtel Sahel de Niamey, considérant l'importance qu'accordent les autorités de la 7e République à travers le programme de la Renaissance Acte 2 à la promotion des activités commerciales au Niger et particulièrement au développement des activités d'import-export, adresse leurs sincères remerciements à son Excellence M. Issoufou Mahamadou, Président de la République, chef de l'État, à son Excellence M. Birji Rafini, Premier ministre, chef de gouvernement, à M. Mahamadou Karidjo, ministre des Transports. Considérant la volonté et l'engagement du CNUT pour un encadrement permanent des opérateurs économiques nigériens à travers de multiples activités dont la formation, les participants à la session de formation organisée le 20 et 21 mars 2018 à l'hôtel Sahel de Niamey adressent leurs sincères remerciements et encouragements à Mme Daura Hadizatou Kafougou, directrice générale du CNUT. Ainsi, 2 jours durant, les participants à cette session de formation ont été outillés sur plusieurs thématiques en lien avec le transport et le commerce international, sanctionnés par une remise d'attestation. Canal Plus Niger a animé ce matin une conférence de presse à la Blue Zone de Niamey. Il s'est agi pour les différents responsables de Canal Plus d'entretenir l'assistance sur la mise à la disposition de sa clientèle d'un nouveau décodeur dénommé HD. Le résumé de cette conférence avec Adam Ousmana et Halidou Brema. Il s'agit pour Canal Plus Niger de porter à la connaissance de sa clientèle les innovations apportées dans ses prestations. Innovations intervenues notamment au niveau du décodeur qui est désormais de haute définition HD. Les éléments factuels pour pouvoir vous aider à faire vos reportages et peut-être lever l'ambiguïté qu'il y a autour du nouveau décodeur de Canal+ et le changement. Recevoir les images en très bonne qualité. On reçoit la qualité de l'image est 4 fois supérieure à celle qu'on peut recevoir actuellement avec notre décodeur SX2. L'objectif est de voir tous les détails, toutes les nuances lorsque vous allez regarder un programme, un documentaire par exemple ou un match. Donc c'est vraiment avoir une qualité supérieure à ce que vous avez actuellement. Le changement de décodeur n'est pas obligatoire. Les gens qui ont leur décodeur, leur ancien décodeur peuvent continuer à bénéficier des services déjà de très grande qualité
de Canal+. Occasion également pour le premier responsable de Canal+ Niger d'éclairer l'assistance et au-delà l'opinion publique nationale sur une campagne d'intoxication dont fait l'objet leur société sur les réseaux sociaux. La comparaison avec la France est complètement pas adaptée. Le modèle de commercialisation que nous avons ici en Afrique, notamment au Niger, est très différent du modèle de commercialisation qu'il y a en France. En France, les clients n'achètent pas les décodeurs, ils les louent. La location du décodeur vient s'ajouter au prix de l'abonnement. Aujourd'hui, on est en train de vendre le décodeur normal à 10 000, ici au Niger, et on est en train de vendre le décodeur HD à 25 000. Le calcul est vite fait. Je pense qu'il n'y a pas de comparaison possible. Deuxième élément, c'est qu'en France, ils sont sur des engagements minimum de 1 an. C'est-à-dire que tu viens, tu t'engages 1 an, tu payes 1 an. Donc chaque mois, avec des prélèvements automatiques sur ton compte bancaire, chaque mois, on te prélève et le coût de ton abonnement et le coût de location de ton décodeur. Donc tout ça mis ensemble, je ne suis pas sûr que dans nos marchés en Afrique, spécialement ici au Niger, il y a beaucoup de gens qui seraient prêts à s'engager sur 1 mois. Donc la comparaison qui est faite avec ce qui se fait en France est complètement pas adaptée parce que les modèles ne sont pas les mêmes. Et le modèle qui est fait aujourd'hui en France, comme je l'ai dit tout à l'heure, rapporté à juste une seule année, le décodeur reviendrait à peu près 47 000 francs parce qu'il y a une location de 6 € qui se fait sur le décodeur. Donc le fait de le remplacer, et en plus de ça, le point c'est que le décodeur reste la propriété de Canal+. Le client n'a pas le décodeur, c'est une location. Donc en cas de location, le bien ne vous revient pas. Donc le décodeur reste la propriété de Canal+. Et c'est pour ça que le changement, puisque ça reste la propriété de Canal+, le changement n'est pas payant, mais le client continue à payer, le coût de la location de 6 €. Pour une meilleure qualité son et image, procurez-vous dès maintenant du nouveau kit à HD avec 25 000 francs CFA pour les abonnés actifs et à 35 000 francs CFA au recrutement des nouvelles abonnés. Puis recevez 23 chaînes en haute définition. Une conférence est tenue dans les locaux de l'Institut de formation technique de l'information et de la communication IFTIC sur le thème « Quel défi pour l'enseignement supérieur francophone ?» Cette conférence a été présidée par le ministre des Enseignements supérieurs, de la Recherche et de l'Innovation, Yahouza Sadissou. Le reportage. En mars de chaque année, le monde entier célèbre la francophonie. C'est dans cette optique que l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication, IFTIC, a abrité une conférence sur le thème « Quel défi pour l'enseignement supérieur francophone ». Cette conférence, animée par le professeur Christian Philippe et le professeur Adamou Rabani, a regroupé plusieurs cadres de l'ambassade de France, de la Belgique, des cadres du ministère des Enseignements supérieurs, les responsables et les étudiants de l'IFTIC. Après les mots de bienvenue de la directrice générale, Madame Ousmane Fatouma, place au discours d'ouverture du ministre des Enseignements supérieurs, de la Recherche et de l'Innovation, M. Yahouza Sadissou. Cette conférence, je vais dire, sur les défis de l'enseignement supérieur vient donc d'un point nommé. En effet, malgré les efforts importants déployés par l'État du Niger pour la promotion de ce niveau d'enseignement, beaucoup reste à faire. C'est pourquoi je réaffirme ici l'engagement du gouvernement à renforcer les relations avec les partenaires, notamment la France, pour faire face aux défis auxquels l'enseignement supérieur se trouve confronté. Dans son exposé, M. Christian Philippe, conférencier du jour, a édifié l'assistance sur le thème choisi pour cette journée. Plusieurs participants ont intervenu pour des questions et des observations. Très satisfaits de cette rencontre du donner et du recevoir, les étudiants n'ont pas caché leur appréciation sur l'importance de cette journée. J'ai saisi l'opportunité pour remercier l'IFTIC d'avoir invité les organisateurs de cette conférence et on n'allait pas apprendre beaucoup de choses sur la francophonie. Nous avons appris beaucoup de choses sur la francophonie telles que ses réalisations, tout ce que la francophonie a fait pour l'Afrique. Rappelons que l'organisation de cette conférence fait partie de l'enseignement de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication.
Le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB a organisé une conférence publique à Tillabéri. Cette conférence, animée par Moussoumi Malan Sita, a porté sur les exonérations fiscales accordées aux compagnies extractives par l'État du Niger de 2013 à 2016. Le reportage de Ariata Salam. Exonération fiscale accordée aux compagnies extractives par l'État du Niger de 2013 à 2016, c'est le thème de cette conférence publique organisée par le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB. Une conférence qui fait suite à une étude menée par le ROTAB sur l'impact de ces exonérations. Tout ce qu'on peut retenir en tout cas de cette étude, c'est que sur le poids de ces exonérations-là est très important et que l'État doit veiller à ce que ces exonérations-là soient plus rationnelles pour le grand bénéfice des populations. Donc c'est pour ça que nous pensons que l'État doit s'appuyer sur les efforts du ROTAB pour pouvoir harmoniser, réviser en tout cas le cadre juridique d'intervention de ces compagnies minières, parce que je pense que les ressources minières doivent quand même être une priorité pour l'État afin d'engranger plus de ressources qui lui permettraient d'atteindre ces politiques publiques. Les participants à cette conférence se disent édifiés par rapport à ces exonérations fiscales accordées aux compagnies minières. La question d'exonération vraiment est une question sur laquelle il y a beaucoup de zones d'ombre. Parce qu'il y en a quand ils entendent exonération, il y en a qui se demandent même c'est quoi la signification de ce mot. Donc vraiment je pense que cette conférence avait sa raison d'être à ce lieu, surtout ici à Tillabéri. Et aussi c'est comme si l'a si bien dit, le conférencier l'a si bien dit dans son exposé, qui d'ailleurs était très pertinent, qui est vraiment, c'est-à-dire en ce qui concerne, par exemple si je prends pour la région de Tillabéri, il y a vraiment des ressources minières vraiment qui peuvent être bénéfiques à cette région de Tillabéri, mais force est de constater que vraiment jusqu'à présent nous n'avons rien comme vraiment revenu. Vraiment nous devons mener le combat pour vraiment en fait que toutes ces questions puissent être décantées et aussi penser à installer vraiment toutes les directions qui concernent les travaux de barrage de Kandalji afin que ne serait-ce que pour une visibilité de la ville de Tillabéri. L'État ne doit pas faire d'exonération à ces compagnies, puisque c'est même ces compagnies qui devaient s'acquitter de leurs devoirs et non la population lambda. Cette conférence publique à l'endroit de la population de Tillabéri est financée par Oxfam. Culture dans cette édition avec le concert de l'artiste Davido qui a eu lieu hier après-midi au stade général Séni Kountché dans une ambiance de grand jour. Un show inoubliable pour tous ceux qui ont effectué le déplacement, nous rapporte Abdurazak Léo sur les images de Boubacar Souley. C'est un show digne de son nom dans le stade général Séni Kountché que la star nigériane Davido a offert à ses fans dans ce qui a constitué la 5e étape de sa tournée africaine Turn Rebellion Tour Africa. On est satisfait. Nous, ce qu'on fait, nous, on donne du bonheur aux gens et quand on voit ça, on ne peut qu'être satisfait. J'espère cette année qu'on fera un autre concert. On a beaucoup d'artistes sur nos tablettes en ce moment et on travaillera avec notre ami, notre partenaire ici, Feno, du studio Kountché. On travaillera à une prochaine date, mais je peux garantir qu'on fera une autre date ici. Ce qu'il faut peut-être déplorer, c'est qu'il n'y a pas eu de partenaire. Est-ce que vous avez un appel à leur lancer? Ouais, on peut lancer un appel, mais après, nous, quand on regarde ça, on va dire dommage pour qui? Pas pour nous quand même. Voilà, nous on a fait ce qu'on avait à faire, on a respecté tout le monde. On est venu en décembre, on a rencontré tout le monde. Voilà, ils ne sont pas venus aussi pour des contraintes qui leur sont propres. Maintenant, voilà, il y a d'autres événements qui vont arriver. Quand ils voient comment on a mobilisé les gens, comment Davido a réussi à faire le show, comment le studio Kountché a mis les petits plats dans le grand pour faire ces dates-là, on espère que sur les prochains coups, ils seront là. Une superbe méga giga vibration. Parce que là, ça fait longtemps que nous, Onens, on n'a plus fait du scène. Parce que je me présente, je m'appelle Roxim du groupe Onens. Et être en symbiose, en communion avec ce public,
qui a fait le déplacement massif, notons-le. Donc c'était franchement super bien. Le premier truc qui m'a vraiment touché, qui m'a frappé, c'est l'engouement qu'il y avait autour de lui. Parce que pour moi, il fallait qu'il vienne au Niger et qu'il sache qu'il y a un public qui est là, dynamique pour soutenir, quoi. Donc pour moi, je pense que l'objectif est atteint, les gars sont mobilisés et c'était vraiment une fête à faire péter les plombs, quoi. Un concert organisé par Sony Music Côte d'Ivoire en collaboration avec le studio Kunchi. Faire un grand concert comme ça où tu n'as pas des annonceurs locaux, on ne peut pas dire que ça a pu atteindre aux attentes. Mais c'est que sûr, on est très content. Pour nous, l'objectif est atteindre de voir une jeunesse niamienne qui vient à un concert et faire le show avec un jeune du Nigeria, c'est le plus important. L'objectif est atteint, on est très content, on est très fiers. Et l'artiste lui-même, avant même de descendre sur scène, il a glissé que Niamey c'est la meilleure scène. Donc vraiment, merci à tous ceux qui ont effectué le déplacement. Merci, merci, merci. Au bout du concert, c'était la satisfaction pour tous ceux qui ont effectué le déplacement. Ça m'a vraiment beaucoup plu parce que vraiment je me suis défoulé et que j'ai vu l'artiste en personne sur scène. Vraiment ça m'a plu et que vraiment je suis content et je suis fier de ça. Ça s'est bien passé à merveille. J'ai bien aimé. J'ai aimé le concert. Après, je suis venu avec ma copine, on a bien dansé, on a profité avec. C'est trop cool, quoi. Après le Niger, c'est le Sénégal qui accueillera la vidéo. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.